Bonjour à toutes et à tous, je suis Faram Rahim à l'état civil, c'est mon nom. Je suis de nationalité africaine et plus précisément togolaise, comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite qu'ensemble, nous puissions aborder une thématique extrêmement capitale, mais aussi délicate, mais dont l'aborder serait, j'ai envie de dire, fondamental tout simplement. Alors, nous allons parler de notre secteur aquacole et plus précisément piscicole au Togo et surtout les enjeux auxquels les jeunes togolais et plus spécifiquement formés pour relever le défi dans ce domaine en font face. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que Faram Rahim, c'est-à-dire moi, je suis de formation aquaculteur. J'ai été formé à l'IFAD Aquaculture de Lavagnon dans la préfecture d'Estimono, qui est le tout premier centre dédié à la formation des jeunes dans le secteur aquacole. Et donc, j'en fais partie de la première promotion. Et pour cette formation ou encore l'idée, sinon l'initiative cachée derrière un tel projet était de former les jeunes capables de pouvoir relever le défi dans le secteur aquacole parce qu'après analyse, on s'est rendu compte qu'il y a des milliards qui sortent chaque année pour juste importer les produits halieutiques. Et donc, à la fin, quand on fait ce qu'on appelle la balance commerciale, on se rend compte qu'elle est déficitaire. Et ce qui n'est pas intéressant pour un pays comme le Togo ou encore pour un quartier comme le Togo parce qu'en réalité, notre vrai pays, c'est l'Afrique. Et donc, du coup, un tel projet a été mis sur pied qu'on a appelé IFAD Aquaculture. C'est vrai qu'après tout, il y a d'autres IFAD qui ont été créés de gauche à droite, comme IFAD Bâtiment d'Adido Gomé à Lomé, IFAD Barkwasi du Grand Nord, c'est-à-dire du Dapan, qui sont spécialisés dans le gros bétail et surtout dans la transformation du lait de vache en fromage et tout ce qui va avec. Et je vais juste parler du secteur aquacole ou du moins piscicole et ses enjeux, ces challenges auxquels les jeunes en font face, mais que la plupart n'arrivent pas à l'exprimer officiellement et qui les rongent du fond. Et moi, j'estime qu'il est fondamental que nous puissions en parler. Et en parler, c'est de mettre le débat, ou plutôt la pensée sur la table, afin qu'ensemble puissions voir ce qui serait mieux de faire pour pouvoir effectivement atteindre notre objectif qui est de relever ce défi majeur dans ce secteur. Et tout ceci me donne l'habilité et surtout l'autorité de pouvoir aborder une telle thématique. Alors, aujourd'hui, j'étais en train de scroller dans un groupe, dans l'un de nos groupes dédiés aux professionnels du domaine aquacole, où se trouvent pratiquement la plupart de mes camarades, de mes collègues de formation. Et dans le groupe, je me rends compte qu'il y a un sujet qui essaie de créer certains, j'ai envie de dire, débats, ou plutôt certains malentendus dans le groupe. Parce que après la formation, il y a d'autres qui ont été installés, qui ont eu l'occasion d'en bénéficier d'un financement, peu importe, pour s'installer. Et il y a eu d'autres, et je tiens à préciser que 99,99% qui n'ont pas eu cette occasion de pouvoir en bénéficier d'un financement digne de ce nom pour pouvoir s'installer. Parce que le problème, c'est du fait que depuis le début de la formation, c'est-à-dire le premier jour, déjà au centre, à la salle polyvalente qui était la salle dédiée aux conférences et aux réunions entre apprenants et administrateurs et tout ce qui va avec, on a eu beaucoup de promesses provenant de nos supérieurs hiérarchiques qui nous promettaient un tas de choses dont on en bénéficiera à la fin de la formation. Ça veut dire que personne ne sera déçu à la fin de la formation. Chacun d'entre nous aura un financement à la fin de la formation de façon individuelle. C'était la toute première promesse. Ça veut dire qu'à la fin de la formation, on te remet ton diplôme par la main gauche, tu prends ton financement ou ton chèque par la main droite. Et bien évidemment, un financement qui correspond à ton projet professionnel qui serait rédigé et soumis à la fin de la formation. C'était une promesse qui a été faite. Je n'ai pas envie d'en citer le nom. Et ceux qui font partie de la première promotion sauront exactement de quoi je suis en train de parler.
Et pendant la formation, au cours de chemin, ça veut dire qu'on est tous rentrés dans le bus. Et au cours de chemin, les paroles, les attitudes, verbales comme non verbales, parfois même paraverbaux, commençaient par changer. Et c'est là que beaucoup de personnes, beaucoup de collègues commençaient par se poser la question si ces promesses dont on en a bénéficié dès le début pourraient se tenir à la fin de la formation. Est-ce qu'on serait effectivement financé? Est-ce que ceux qui n'ont pas été financés dans les autres secteurs et qui sont déjà aujourd'hui dans la vie socio-professionnelle, qui en souffrent au quotidien, est-ce que c'est une exception ou ça serait le cas pour nous également? Et je tiens à préciser que c'était une question qui soulevait assez d'inquiétude de part et d'autre, mais chacun essayait de se calmer, estimant que ça va aller, nous sommes la première promotion, ils vont nous financer, encore que c'est l'État qui a mis sur pied un tel projet. Comment est-ce que l'État va former les jeunes et ne pas les financer? La première année passe, la deuxième année, on lance encore un deuxième recrutement, ça veut dire une deuxième promotion qui vient derrière nous. On fait ensemble le chemin. La troisième année arrive, on devrait sortir en tant que des professionnels du domaine. Et donc, du coup, on essaie de célébrer cette remise de diplôme, puisqu'il y avait pratiquement la plupart des autorités, y compris le PR qui était présent pour célébrer cette remise de diplôme afin de rendre cette journée et cette commémoration exceptionnelle. Et on finit, on fait la remise des diplômes, chacun prend son diplôme et retourne chez nous et on attend maintenant le financement. Rien, ça ne sort. Et c'est vrai que dans les débuts également, on a eu à en bénéficier, chacun a eu à toucher quelque chose pour pouvoir nous soutenir. Et donc, on pensait que ça serait continuel pour pouvoir se stabiliser avant même que les financements puissent sortir pour que chacun puisse lancer son projet. Et une information capitale, c'est que pendant la formation, après avoir fini de nous promettre que chacun aura son financement individuel pour s'installer afin de produire du poisson et contribuer à relever ce défi majeur auquel nous faisions face, on s'en rend compte qu'en réalité, ça devient une question de coopérative et non plus d'individuel. Je dis d'accord, tout le monde dit d'accord, c'est pas grave. Vivre en équipe, en communauté, c'est bon. Ça fait partie de notre culture africaine. Ok, on l'accepte. Financez-nous en coopérative. Il n'y a pas de souci. C'est là que chacun commence par se mettre en groupe, en coopérative. Et je tiens à préciser que je ne faisais pas partie d'une coopérative spécifique. Pourquoi? Les raisons en sont multiples. La première raison pour laquelle moi, personnellement, je ne faisais pas partie d'une coopérative, c'était du fait que, les critères utilisés pour choisir les membres des coopératives pour moi étaient biaisés pour autant que je sache. Et du coup, j'estimais que ça ne correspondait pas à ma façon de voir ce que c'est qu'une coopérative. Deux, moi j'estimais qu'il était important que je puisse commencer seul afin de voir comment est-ce que ça fonctionne seul pour pouvoir maintenant drainer tout un nombre de personnes qui pourront faire le chemin avec moi. Voici le pourquoi moi je ne faisais pas partie d'une coopérative. Mais néanmoins, j'avais des collègues qui en faisaient partie, des coopératives qui se sont mises ensemble afin de pouvoir en bénéficier d'un financement. Et à la fin de la formation, on s'en rend compte qu'il y a une exception qui a pu avoir le financement et j'ai pas besoin d'expliquer dans quel contexte ils ont eu le financement. Et d'autres même qui en souffrent, bien qu'ils ont eu le financement, ils souffrent énormément. Pourquoi? Parce que le problème en réalité auquel fait face le secteur aquacole au Togo n'est pas lié à un seul individu, mais plutôt à tout un système. Et donc, un seul individu ne peut pas résoudre ce problème. Et je n'ai pas envie d'expliquer ou plutôt de vous faire comprendre que le Togo est un pays côtier. Et la particularité avec un pays côtier, c'est qu'il y a des produits découlant de la mer qui sont également sur le marché et qui font en sorte qu'un jeune qui a bénéficié d'un quelconque financement va produire le poisson. Mais il va le vendre comment? Sur quel marché? Pour dégager quelle marge? Faire quel bénéfice afin d'être rentable pour pouvoir rembourser son prêt s'il n'y a aucune subvention qui en va avec et surtout s'il n'y a aucun accompagnement stratégique et financier.
ça serait compliqué. Mais le com, c'est du fait même que quelqu'un qui va rédiger un projet qui vaut 5 millions, 10 millions en allant, et on lui donne 5 millions de commencer le projet. J'ai pas envie de rentrer en détail comment est-ce qu'on doit lancer un projet parce qu'il faut aussi comprendre qu'on ne commence jamais un projet par un financement. C'est un danger. Parce que dans le pire des cas, c'est la mort. Et dans le meilleur des cas, c'est la faillite. Parce que comment est-ce que toi, un jeune qui n'a même pas encore d'expérience, tu n'as même pas encore fait quelque chose de façon concrète, tu peux lancer un projet qui vaut des millions et tu t'entends t'en sortir. Puisque ce qui va se passer, c'est que d'abord, tu es stressé du fait que tu ne veux pas connaître l'échec. Par contre, le meilleur enseignant